Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le bilan du 14e sommet de la communauté des pays de langue portugaise, temps fort de ce rendez-vous. Sao Tomé et Principe, pays hôte de l'événement, a pris la présidence tournante de la CPLP. Le président angolais João Lourenço a donc passé le flambeau à son homologue Carlos Villanova. Reprise des discussions entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan autour du grand barrage de la Renaissance, un projet considéré par Addis Abeba comme capital pour son développement économique, mais qui nourrit notamment les craintes du Caire dans la mesure où le pays dépend du Nil pour s'approvisionner en eau potable. Et puis la suspension des vols d'Air France prolongée vers plusieurs pays du Sahel, dont le Mali. Bamako qui riposte et qualifie cette décision de manquement notoire au terme de l'autorisation d'exploitation. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'inculpation en Zambie de 5 ressortissants égyptiens et de 6 Zambiens. Ils comparaissaient ce lundi 28 août devant un tribunal de Lusaka. D'après un communiqué de la commission de lutte contre le trafic de drogue, ils ont été inculpés pour espionnage. Ils risquent une peine d'emprisonnement allant de 20 à 30 ans. Sur la liste des accusés figure notamment un policier zambien ainsi qu'un militaire égyptien gradé à la retraite. Au cœur de cette affaire, la saisie de 5,7 millions de dollars à bord d'un avion qui avait atterri à l'aéroport de Lusaka. Les autorités avaient également saisi 5 armes à feu ainsi que des lingots d'or. Jeunesse et durabilité, tel était le thème du 14e sommet de la communauté des pays de langue portugaise qui s'est tenu le 27 août à Sao Tomé et Principe. Sao Tomé qui a d'ailleurs succédé à l'Angola à la tête de l'instance. Parmi les sujets abordés, l'accord de mobilité entré en vigueur en janvier 2023. Un accord qui cependant ne répond pas encore aux attentes de la population selon le président angolais João Lourenço. Les explications de Joël Palou. Le 27 août 2023, Sao Tomé et Principe a accueilli les pays membres de la communauté des pays de langue portugaise à l'occasion du 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Pendant 2 ans, l'archipel qui assume la présidence de la CPLP aura pour bannière Jeunesse et durabilité, thème central de cette édition. Le slogan choisi repose sur un sujet qui doit mobiliser tout le monde en tenant compte d'une part des défis auxquels les jeunes sont confrontés, tels que la formation, l'emploi, le logement, la création de familles. Le chef de l'État de Sao Tomé, Carlos Villanova, a reçu la présidence des mains du président sortant de l'organisation, João Lourenço, président de l'Angola. Comme nous pouvons facilement le constater, la jeunesse et la durabilité sont devenus un sujet central sur la scène mondiale, car les générations plus jeunes sont reconnues comme des catalyseurs du changement nécessaire pour assurer un avenir durable pour la planète. Cette relation prend encore plus d'importance lorsqu'elle est appliquée à de petits États insulaires qui font face à des défis uniques en raison de leur vulnérabilité environnementale et de la présence d'une population majoritairement jeune et désireuse de nouvelles opportunités. Dans sa prise de parole en ouverture du sommet, le président sortant de la CPLP, l'Angolais João Lourenço, a déclaré que l'accord de mobilité dans la communauté, entré en vigueur en janvier 2023, a suscité beaucoup d'intérêt au sein des populations. Une déclaration qui va de pair avec le discours du président de Sao Tomé qui a déclaré qu'il fallait avoir plus d'ambition pour parvenir à la mobilité au sein de la CPLP. Pour que cela soit possible, il est essentiel d'assurer une mobilité plus facile de nos citoyens au sein de l'espace CPLP de manière légale en supprimant ou en simplifiant le processus d'octroi de visa à ceux qui remplissent les critères établis. En plus de la mobilité dans l'espace CPLP, les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leurs préoccupations face aux attaques terroristes dans le nord du Mozambique, rappelant qu'il est du devoir de la communauté de soutenir ce pays frère. À titre de rappel, outre le président Carlos Villanova de Sao Tomé et Principe et João Lourenço d'Angola, le 14e sommet de la CPLP a réuni 5 autres chefs d'État. Il s'agit de José Maria Neves du Cap-Vert, Lula da Silva du Brésil, Sissoko Embalo de Guinée-Bissau, Teodoro Nguema de Guinée équatoriale, Marcelo Rebelo de Sousa du Portugal.
Les pourparlers reprennent autour du grand barrage de la Renaissance. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan se sont retrouvés autour de la table des discussions le 27 août au Caire. L'information a été confirmée par Annie Sewillam, ministre égyptien des Ressources en eau et de l'irrigation, qui a par ailleurs insisté sur l'importance de sceller un accord conforme aux exigences et préoccupations des trois États. Des craintes liées notamment à la question du remplissage du barrage. Les détails avec Philoméntine. Interrompues depuis avril 2021, les négociations entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur la construction du méga-barrage éthiopien sur le Nil ont repris le 27 août 2023 au Caire. C'est ce qu'a indiqué le ministère égyptien des Ressources en eau et de l'irrigation dans un communiqué publié le même jour. La partie égyptienne défend l'importance de parvenir à un accord équilibré et juridiquement contraignant sur les règles de remplissage de l'exploitation du barrage qui répondent aux intérêts et aux préoccupations des trois pays. Le projet du grand barrage de la Renaissance est source d'un contentieux régional depuis que l'Éthiopie en a entamé les travaux en 2011. Les enjeux autour de ce bassin sont de trois ordres, à mon avis: politique, économique et de souveraineté. Sur le volet économique, si l'industrie éthiopienne va connaître un essor très important grâce à ce grand barrage, les économies du Soudan et de l'Égypte ont déjà un impact assez négatif. Ce barrage pose des problèmes de souveraineté, mais c'est aussi aujourd'hui au nom de cette souveraineté que l'Égypte et le Soudan posent des préalables et des conditions aujourd'hui négociées avec Addis Abeba pour que l'accès au Nil puisse continuer dans les meilleures conditions. Le grand barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil bleu est présenté comme vital par les autorités éthiopiennes et est perçu comme une menace pour celle de l'Égypte et du Soudan. Le barrage constitue une menace existentielle selon l'Égypte car ce pays dépend du Nil pour 97% de ses besoins en eau. Ce barrage ne limitera pas l'accès à l'eau du Nil pour les populations soudanaises et égyptiennes, mais il va énormément impacter le volet économique de ces populations, il va énormément impacter leur vie sociale, puisque certaines activités qui étaient pratiquées autour du Nil et dans le Nil ne pourront plus l'être dans les meilleures conditions, puisqu'il n'y aura pas suffisamment d'eau. Le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance lancé par l'Éthiopie en 2011 est un projet visant à bâtir le plus grand barrage hydroélectrique du continent africain. D'un coût d'environ 3,5 milliards d'euros, il doit permettre de doubler l'actuelle production éthiopienne d'électricité. Nous partons à présent au Malawi où les difficultés financières s'empilent. Dans un rapport paru en avril 2023, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement lançait une alerte indiquant que le pays connaît une situation de surendettement, une problématique à laquelle s'attelle la Banque centrale. Le 27 août, l'institution avait indiqué que le Malawi est, je cite, en bonne voie pour restructurer sa dette extérieure estimée à 1,2 milliard de dollars. Les précisions de Marie-Raphaël Antol. Après des discussions fructueuses entre le Malawi et ses créanciers, la Banque de réserve du Malawi a déclaré dans un communiqué daté du 27 août 2023 que le pays est en passe de restructurer sa dette extérieure de 1,2 milliard de dollars auprès des différents prêteurs à des niveaux durables. En termes de croissance du produit intérieur brut, le volume de l'économie du Malawi est juste autour de 13 milliards de dollars, qui compte pour près de 0,01% de l'économie globale. Cela est vraiment très peu en termes de participation du Malawi comparé aux économies plus larges. D'après la Banque centrale du Malawi, la majeure partie de la dette étant de 800 millions de dollars avait été contractée auprès d'Afreximbank et les remboursements ont été entamés en 2020. D'après la banque, les paiements du service de la dette dont l'échéance était fixée en juin 2020 ont épuisé les réserves de change et affecté la prestation actuelle des services par le gouvernement. S'il faut le dire, les exportations du Malawi se limitent principalement aux produits agricoles, notamment le tabac. Il est donc important pour le gouvernement de diversifier ses importations. Le Malawi doit se focaliser sur le processus d'industrialisation. Le gouvernement du Malawi s'est dit optimiste quant au fait que les discussions aboutiront à des conditions acceptables tant pour le gouvernement que pour les créanciers.
Faire du Kenya un pays nouvellement industrialisé, tel est l'enjeu de Kenya Vision 2030 lancé en 2008. Dans cette optique, les autorités ambitionnent de construire d'ici 2025 une ligne ferroviaire longue de 3000 km, un réseau qui doit relier le port de Lamu au Soudan du Sud et à l'Éthiopie. Coût estimé de ce projet, 13,8 milliards de dollars. Philomentine. Conformément à l'intégration régionale des espaces, la création d'infrastructures interconnectantes favorise le dynamisme commercial des régions africaines et l'éclosion de nouvelles activités. C'est dans ce cadre que le Kenya prévoit de commencer la construction en 2025 d'un chemin de fer électrique à grande vitesse reliant son port de Lamu sur l'océan Indien à l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Ce chemin de fer de 3000 km fait partie d'un projet de corridor de transport d'une valeur de 22 milliards de dollars. Mettre sur pied un parc d'infrastructures d'interconnexion entre 2-3 pays, pourquoi pas 4 ou 5 ou 10 pays africains, ce serait déjà le début de la compétitivité des économies de cette sous-région qui a réussi à créer cette interconnexion. Le deuxième avantage, c'est que pour mettre sur pied dans toutes ces infrastructures-là, il faut ce qu'on appelle des travaux IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Donc, ça donne de l'emploi à la jeunesse. C'est la bienvenue, ces projets de mise en œuvre de ces infrastructures interconnectantes sur le continent africain. D'un coût de 13,8 milliards de dollars, ce projet d'infrastructure de grande envergure prévoit de relier les 3 pays par voie ferrée, une autoroute, un hélioduc, un câble de fibre optique et une centrale électrique. Il contribuera à promouvoir le Kenya en tant que plaque tournante logistique dans la région d'Afrique de l'Est. Nous devons penser à poursuivre ce projet qui date du plan Afrique de 2063, c'est-à-dire créer une croix sur le continent, rejoindre donc tous les 4 points cardinaux sur le continent par voie terrestre. Si nous le faisons, je suis convaincu que les échanges intra-africains vont passer de moins de 10% comme c'est le cas actuellement, pour flamber et monter même à 25, 30, 40% pour la première année. Et pourquoi pas 70 ou bien 90% pour les années qui vont suivre. Par ailleurs, le corridor de transport Lamu, port sud, Soudan, Éthiopie permettra entre autres d'améliorer la connectivité, renforcer l'intégration et stimuler le commerce intra-régional. En 2022, les échanges commerciaux entre le Kenya et le Soudan du Sud se chiffraient à près de 200 millions de dollars selon le Centre du commerce international. Les relations ne cessent de se dégrader entre le Mali et la France. Les autorités maliennes ont aussitôt réagi après l'annonce par la compagnie aérienne Air France de la suspension de ses vols entre Paris et Bamako en raison notamment de la situation géopolitique au Sahel. En riposte à cette décision, l'Agence nationale malienne de l'aviation civile a décidé d'annuler l'autorisation d'exploitation de vols d'Air France. La compagnie qui, rappelons-le, avait aussi suspendu ses vols à destination du Burkina Faso et du Niger. Philomentine et Joël Ballot. L'Afrique a toujours été la terre des abus tarifaires pour les compagnies internationales. Le plus grand exemple était Air France. Imposant aux pays africains les destinations les plus chères au monde, la compagnie française, avec le soutien politique, bénéficiait de nombreux et incroyables avantages, notamment pour les accès aux créneaux horaires, l'exclusivité des dessertes. Suite aux événements au Niger, Air France a décidé de suspendre unilatéralement ses vols vers le Burkina Faso, le Niger et le Mali. En réponse, le gouvernement malien a décidé de révoquer les autorisations d'exploitation de la compagnie française. C'est la même chose pour la compagnie Air France. On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris, tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. On a appelé Air France. J'ai dit que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11 là, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non.
L'Afrique, qui abrite 15% de la population mondiale, ne compte que pour 4% du marché mondial du transport aérien, avec environ 60 millions de passagers. En 2022, Air France a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros, en augmentation de 66%, particulièrement grâce au marché africain, où Air France a augmenté unilatéralement ses tarifs de 70% sur certaines destinations africaines, tout en dégradant la qualité de service. Il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle, parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous vous levez Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. Donc, moi, je crois que la réciprocité, elle est importante. Nous avons dit à tous nos partenaires, le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Et tous ces pays, si vous regardez la France ou d'autres, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. Ceux qui viennent toujours nous provoquer, ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Pour l'Afrique, qui sera responsable de la majeure partie de la croissance démographique mondiale au cours des 3 prochaines décennies, la suspension des vols et la fermeture de certains espaces aériens aux compagnies internationales est une opportunité de croissance pour les meilleures compagnies africaines comme Ethiopian, Royal Air Maroc, Rwandair, Senegal Airlines, qui desservent tous des destinations à l'international avec une meilleure qualité de service. L'actualité, c'est aussi la signature d'un partenariat entre le Rwanda et le Bayern Munich. Le pays des 1000 collines et le club allemand ont scellé un accord effectif pour une durée de 5 ans. Selon le document, une académie du FC Bayern sera créée au Rwanda en vue de développer le football pour les garçons et les filles. Autre objectif de cet accord, promouvoir le pays en tant que destination touristique et le rendre davantage attractif aux yeux des investisseurs. Dans cette perspective d'étendre sa visibilité à l'international, le Rwanda avait déjà conclu un partenariat avec 2 clubs, Arsenal en 2018 et le Paris Saint-Germain en 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.